j'enregistre, et voilà. Donc, on revient où on en est. Je posterai sur Moodle, quand Moodle fonctionnera, le fait qu'il y ait eu un enregistrement qui a été effectué et qu'ils pourront suivre donc le cours, reprendre le cours sur YouTube, puisque je posterai la vidéo sur YouTube. Alors, je vous disais, on a vu le TMST. Le TMST, c'est le taux marginal de substitution technique. Donc, c'est ceci, c'est-à-dire c'est le rapport des productivités marginales. Ici, on a le rapport de la productivité marginale du capital sur la productivité marginale du travail. Qu'est-ce que ça signifie de l'avoir dans ce sens-là? C'est-à-dire productivité marginale du capital sur productivité marginale du travail. Cela veut dire combien, cela nous donne comme information, le chiffre que l'on aura, c'est combien il faut de facteurs travail pour remplacer une unité de capital. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ce rapport-là, PMK sur PML, productivité du marginal du capital sur productivité marginale du travail, nous donne quoi? Le chiffre que l'on va avoir, ou en tout cas les variables que l'on va avoir, c'est combien il faut remplacer, combien il faut de travail pour remplacer une unité de capital. Et si on fait l'inverse, imaginez que vous fassiez PML sur PMK, donc l'inverse de ce rapport, et bien là, vous auriez combien il faut de capital pour remplacer une unité de travail. D'accord? Donc, si vous faites l'inverse, eh bien forcément, l'analyse est inverse. Comme je le dis avant, mais ce n'était pas enregistré, dans tous les exercices que j'ai donnés pour éviter de vous embrouiller, eh bien, ce sera toujours PMK sur PML, donc productivité marginale du capital sur productivité marginale du travail. Et donc, ce que l'on va vous donner, c'est quoi? C'est combien de facteurs travail sont nécessaires pour remplacer une unité de capital. Je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus clair. Donc, je bascule sur la tablette. Donc, je vous rappelle le TMST, c'est productivité marginale du capital sur productivité marginale du travail. Donc, si on a une fonction qui est Q est équivalent, donc c'est une fonction de production, quantité produite par une entreprise est équivalent à 6K plus L. Donc, on fait la productivité marginale du capital. Donc, la productivité marginale du capital, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction Q par rapport à la variable, excusez-moi, pas K, mais L. Et donc, la dérivée de cette fonction par rapport à K nous donne 6. La dérivée de 6K plus L en fonction de K, ça nous donne 6. Et la dérivée, donc productivité marginale du travail, c'est la dérivée de la fonction Q par rapport à L, et ceci nous donne 1. Donc, si on fait le rapport PMK sur PML, donc PMK sur PML, donc productivité marginale du capital sur la productivité marginale du travail, eh bien, cela nous donne quoi? Cela nous donne 6 sur 1, c'est-à-dire 6. Et ce chiffre, 6, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que pour remplacer une unité de capital, donc pour remplacer une unité de capital, on aura besoin de 6 unités de travail. Voilà ce que signifie ce chiffre. Et on peut le vérifier. Si vous voulez le vérifier, eh bien, tout simplement, vous prenez deux valeurs de départ. Alors, par exemple, on va prendre K est équivalent à 3 et L est équivalent à 5. Et donc, ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne comme production, donc quantité produite, 6 fois 3 plus 5. Donc, 6 fois 3, 18, plus 5, ça nous donne 23. 23, donc c'est la quantité produite. Si l'on veut rester sur cette droite isocante, donc si on veut rester à un niveau de production équivalent à 23, eh bien, on remplacera une unité de capital par 6 unités de travail.
En l'occurrence, ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je veux rester sur le même niveau de production, eh bien, si je veux enlever une unité de capital, donc passer à 2 unités de capital, K équivalent à 2, je devrais rajouter 6 unités de travail, c'est-à-dire passer à 11 unités de travail. Et vous pouvez vérifier, si vous faites ceci vous donne 6 fois 2, 12, 12 plus 11 est bien équivalent à 23. Voilà ce que signifie le TMST. Le TMST écrit sous cette forme-là, PMK sur PML, signifie combien il nous faudra de facteurs travail pour remplacer une unité de capital. Si vous voulez vous en souvenir, eh bien, vous regardez combien je dois remplacer une unité. Pour remplacer une unité de capital, combien il me faut de facteurs travail. Si vous faites l'inverse, et ce que vous aurez à faire dans les prochaines années, dans les années suivantes, c'est le TMST peut s'écrire de deux manières. Il peut s'écrire de la manière PML sur PMK. Donc, productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital. Et cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire combien, pour remplacer une unité de travail, combien il me faudra d'unités de capital. Donc, c'est l'inverse. La réflexion est inverse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on va continuer avec l'ISOCU. Donc voilà à quoi sert le TMST. Le TMST nous sert à nous donner le lien entre capital et travail au niveau de la production, des quantités produites, pour rester sur une même droite isocante, une même courbe isocante. C'est-à-dire pour rester au même niveau de production, eh bien, on va chercher le rapport entre capital et travail, le rapport de substitution. C'est pour ça qu'on appelle ça un taux marginal de substitution technique. Donc voilà ce qu'il y a à retenir, c'est PMK sur PML. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra savoir faire? Bien, ce que l'on a fait en début de chapitre, c'est-à-dire savoir dériver une fonction de production qui est ici par rapport à un facteur, puis par rapport à l'autre, en l'occurrence par rapport au facteur capital, puis par rapport au facteur travail. Et je terminerai donc le taux marginal de substitution technique par dire quoi? Par dire que cette écriture, elle est juste, c'est le taux marginal de substitution technique, et cette écriture est également juste. Les deux sont justes, c'est juste qu'elles ne traduisent pas la même chose au final. La première va nous donner le rapport, va nous dire combien il faut de facteurs travail pour remplacer une unité de capital. La deuxième, ici, nous dit combien il faut de facteurs capital pour remplacer une unité de travail. Donc, c'est l'inverse. Voilà, je reviens au PowerPoint et on va passer à la suite si vous n'avez pas de questions. Pas de questions alors? C'est bon? Eh bien, je passe. Je reviens sur le PowerPoint. Donc, le TMST, donc on a fait plein d'exercices la semaine dernière et on a conclu, on a trouvé ce rapport-là. Maintenant, donc on est sur une une courbe isocante. Et donc, la courbe isocante, c'est un niveau de production. Donc, dès lors du moment où on sait combien on va produire, donc imaginez, vous êtes une entreprise, vous savez combien vous voulez produire, eh bien, il va falloir déterminer quelle combinaison de facteurs de production vous allez choisir. Donc, vous êtes sur une courbe isocante. Vous savez que vous voulez produire 100 unités et vous avez plein de combinaisons, une infinité exactement de combinaisons de facteurs capital et de facteurs travail qui vous permettront de produire cette quantité de 100 unités.
laquelle vous allez choisir. Quelle combinaison de facteurs travail et de facteurs capital vous allez choisir? Eh bien, qu'est-ce qui va déterminer cette combinaison? Eh bien, ce sont les coûts. En d'autres termes, si je vous demande quelle sera la combinaison productive qui, pour un niveau déterminé d'output, c'est-à-dire de production, donc, quelle sera la combinaison productive qui maximise le profit? Eh bien, la combinaison productive qui maximise le profit, eh bien, c'est la combinaison productive qui minimise les coûts de production. Donc voilà. Donc maintenant, on va chercher dans toutes ces combinaisons, dans toutes ces possibilités, la combinaison qui va permettre d'avoir le coût de production le plus faible. Donc voilà, quand on sait ça, on va chercher, on regarde comment se calcule le coût. Et comment se calcule le coût? Eh bien, le coût de production, c'est équivalent au prix du capital, prix unitaire du capital, multiplié par le nombre de capital utilisé. Plus quoi? Plus le prix du travail, fois le nombre d'unités de travail utilisées. Donc voilà, on a la fonction de coût. Nous avons la fonction de coût, donc avec, je vous redonne, C, c'est le coût total de production. PK, c'est le prix du capital, le prix unitaire du capital, fois la quantité de capital utilisé, plus le prix du travail, fois la quantité de travail utilisé. Et ceci nous donnera finalement le coût total de production. Et donc, on va chercher, à partir de cette fonction, quelle est la meilleure combinaison pour produire. Donc, au même titre que pour la production, on a une courbe isocante, c'est-à-dire des combinaisons de facteurs travail et de facteurs capital qui nous donnent la même quantité de production. Eh bien, pour la droite, on a une droite d'isocoût. Et la droite d'isocoût, c'est quoi? C'est toutes les combinaisons de facteurs capital et de facteurs travail qui nous donnent finalement les mêmes niveaux de coûts de production. Donc, vous avez toutes les combinaisons capital-travail qui vont nous donner finalement le même coût de production. À savoir, si l'on fait une combinaison K0 et L0, eh bien, vous aurez le même niveau de coût de production que si vous avez K1, L1. Donc, c'est le même principe. Sur cette droite, on a toutes les combinaisons possibles qui nous donnent le même, non pas cette fois le même niveau de production, mais le même coût de production. On parle de coût, on raisonne en termes de coût, de prix du travail et du capital. Donc, les caractéristiques de cette droite. Donc, les caractéristiques de cette droite, il faut savoir que, alors, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, vous n'hésitez pas, c'est qu'à court terme, les prix des facteurs sont fixes. Donc, le prix du travail et le prix du capital sont fixes. D'ailleurs, je vous rappelle la définition du court terme et du long terme. Qu'est-ce qui définit du court terme? C'est qu'au moins l'un des deux facteurs est fixe. Du moment où l'un des deux facteurs est fixe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. Si vous savez que du facteur capital, vous ne pouvez pas le faire changer à l'horizon de 6 mois, vous ne pouvez pas modifier la quantité de capital dans les 6 prochains mois, eh bien, vous savez qu'on est dans du court terme, que 6 mois, c'est du court terme, parce que l'un des deux capitales est fixe, et notamment l'un des deux facteurs est fixe, et notamment le facteur capital. Si, par contre, vous pouvez faire varier les deux facteurs à l'horizon une semaine, vous savez que vous pouvez changer votre facteur capital et changer votre facteur travail à une semaine, eh bien, vous êtes déjà dans du long terme. Une semaine, c'est déjà du long terme puisque les deux facteurs sont variables. Donc voilà, c'était juste un rappel sur qu'est-ce qui définit le court terme et qu'est-ce qui définit le long terme. Ce qui définit le court terme, c'est qu'au moins l'un des deux facteurs soit fixe. En l'occurrence, ici, on va supposer que les deux facteurs sont fixes. Donc, que les deux, pas que les facteurs sont fixes, que l'un des deux est fixe, mais que les prix des deux facteurs est fixe. C'est-à-dire qu'on n'a pas une évolution des prix des facteurs. Une fois que l'on a dit ça, on peut remodifier la courbe, la droite, enfin la fonction de coût.
on peut la remodifier comme ceci. Alors, je vais vous montrer comment on en est arrivé là. Donc, si l'on part, alors je vous partage mon écran. On est parti de la fonction de coût. Donc, la fonction de coût, elle est comme ceci. Le coût de production est équivalent à quoi? Au prix du facteur capital fois, donc je mets un point pour modéliser la multiplication, fois la quantité de capital, plus le prix du travail, fois la quantité de travail. Donc, on est parti de cette fonction-là. Et ce que l'on a fait, on a tout simplement basculé cette partie-là, donc prix du travail fois la quantité de travail, de l'autre côté de l'équation, donc ce qui nous font moins PL fois L, ici c'est un multiplié, ça c'est bien un moins, est équivalent à quoi? À prix du capital multiplié par le capital. Et une fois que j'ai ça, je divise par prix du capital, ce qui me donne C divisé par prix du capital, moins PL fois L sur prix du capital, est équivalent à K. Si je l'écris de l'autre manière, donc K est équivalent à quoi? Eh bien, est équivalent à moins prix du travail sur prix du capital fois la quantité de travail, plus le coût total sur prix du capital. Et donc là, on a le rapport entre capital et les coûts de production. Et ce qui va nous intéresser dans cette écriture-là, eh bien, c'est ceci. Pourquoi ceci? Parce que si vous reprenez vos bases de maths, lorsqu'on a une fonction de la forme ax plus b, eh bien, c'est ce que l'on a ici. Eh bien, pourquoi on a de la forme ax plus b? Puisque on est sur le même niveau de coût, donc C est fixe, les prix sont fixes, donc ça, ce sont des valeurs qui nous sont données, donc c'est comme si on avait une valeur qui est équivalente à B. Le prix du travail, on a dit qu'il était fixe, le prix du capital, il est également fixe, donc là, on a une valeur également qui nous sera donnée, donc c'est le A, et les seules variables, en fait, ce sont L et K. Donc L est la variable, donc on a bien une fonction de la forme ax plus b. Quand on a une fonction de la forme ax plus b, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce que l'on vous a dit, c'est que le a, qui est ici, est le coefficient directeur de la droite. Donc le a est le coefficient directeur de la droite. Donc ici, on a la fonction d'une droite. Ça, c'est la représentation d'une droite sous forme mathématique. Et A est le coefficient directeur. Ou alors, ce que l'on a pu vous dire, c'est que c'était la pente de la droite. Et ceci va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'avec cette pente, on va pouvoir équilibrer les coûts de production avec les quantités produites. Donc, je vous montrerai par la suite. Donc, ça veut dire quoi, le coefficient directeur de la droite et la pente de la droite? Eh bien, tout simplement, donc vous avez une fonction une représentation graphique de cette droite en fonction donc, du capital et du travail. Si A est très élevé, ça veut dire que A est très pentu, donc on aura une droite plutôt comme ceci. Je vais vous faire de notre couleur. Donc ça, c'est une droite avec A qui est très élevé. Donc une pente très importante. A est une valeur très élevée. Si maintenant A est une valeur faible,
eh bien, on aura une pente beaucoup plus faible et l'on aura quelque chose plutôt comme ceci. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, en l'occurrence, ce A ici, il est représenté par quoi? Il est représenté par le rapport des prix, PML sur PMK. Donc, le A, la pente de la droite, le coefficient directeur de la droite, eh bien, c'est quoi? C'est le rapport des prix, c'est-à-dire moins prix du travail sur prix du capital. Ça va nous donner la pente de la droite. Le coefficient directeur, si vous préférez, les deux nous définissent la même chose. Une fois que l'on a fait ça, je vais revenir donc sur le PowerPoint. J'essaie de basculer entre les deux pour que vous suiviez le cours et vous expliquiez le cours au fur et à mesure. Donc, ici, on a exprimé K en fonction de L. Donc, on a exprimé K en fonction de L. On peut faire exactement la même chose. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire. Essayez chez vous d'exprimer L en fonction de K. Et je le corrige. Je vous laisse 2 minutes. Donc là, ici, on a exprimé K en fonction de L. Moi, ce que je veux, c'est L en fonction de K. Donc, ce que je veux, c'est que vous cherchiez à isoler L. Je vous laisse 5 minutes. Je vais vous montrer comment on isole L. Donc, on revient sur le calcul. Donc, cette fois, donc l'on a la fonction de coût qui est équivalent à PK fois K plus PL fois L, et l'objectif, c'est d'isoler L. Donc, ce que je vais faire, c'est soustraire de chaque côté par prix du capital fois le capital. Donc, ce qui me donnera, qui sera équivalent à PL fois L. Et une fois que j'ai ceci, une fois que j'ai PL fois L, il ne me reste plus qu'à isoler L, donc à diviser par le prix du travail de chaque côté, ce qui me donne C de PK fois K sur PL est équivalent à L. Et ceci, je peux l'écrire différemment. Je peux l'écrire, donc je pars de L, je peux l'écrire de la manière C sur PL moins, donc là, parce que là, c'était un moins, fois moins PK sur PL fois K. Ou vous pouvez encore l'écrire d'une manière différente, qui est moins PK sur PL plus C sur PL. Et là, on voit bien apparaître, non, excusez-moi, il manque le fois K ici. Donc, multiplié par K plus C sur PL. Et donc là, on voit bien apparaître quoi? On voit bien apparaître la même chose, la pente de la droite, ou coefficient directeur de la droite. On a la forme AX plus B. Alors, je vous rappelle pourquoi de la forme AX plus B, puisque je vous ai dit au tout début que les prix du capital et du travail sont fixes. Donc, ceci, le rapport des prix du capital sur prix du travail, est une valeur fixe. C'est des valeurs que l'on va vous donner. Le coût, eh bien, vu que vous êtes sur une droite d'iso-coût, eh bien, vous connaissez votre coût. L'objectif, c'est d'être sur, vu qu'on est sur la même droite d'iso-coût, le coût est fixé. Donc ça, c'est une valeur fixe. Et puis, le prix du travail est fixe. Donc, on a bien des valeurs fixes, A et B, donc, qui représentent A et B ici. Et puis, on a une variable qui est la quantité de capital. Donc, on a bien une fonction de la forme AX plus B. Donc, la représentation de cette fonction est une droite. Donc, étant donné que c'est une droite, comment elle va se représenter? Eh bien, comme ceci, à la différence que
Là, ce que vous allez faire, c'est plutôt marquer le travail ici et le capital en abscisse. Donc, le travail en ordonnée et le capital en abscisse. Et puis là, A est une valeur très élevée, c'est représenté. Donc, si je vous le fais en orange, A a une valeur très élevée, c'est cette représentation-là. A a une valeur très faible, c'est l'autre représentation. Donc voilà, si vous avez réussi, tant mieux. Tant mieux, je vais continuer le PowerPoint. Donc, je vous ai donné, on a étudié K en fonction de L, on a étudié L en fonction de K, on a dit que le coefficient directeur de la droite, c'était P sur le prix du travail sur le prix du capital et inversement, ça pouvait être les deux, ça dépend comment on représente graphiquement et qu'est-ce qu'on étudie en fonction de quoi. Ici, on a étudié K en fonction de L, donc le coefficient directeur de la droite, c'est prix du travail sur le prix du capital. Et donc, cela va nous donner quoi? Cela va nous donner eh bien, des droites qu'on va appeler des droites d'Isoku. Donc, ceux-ci sont des droites d'Isoku. Est-ce qu'on a une représentation graphique avant? Oui, ici. Donc, là, on a une droite d'Isoku. Et vu qu'on peut avoir plusieurs niveaux de coûts différents selon les combinaisons que vous faites, eh bien, vous aurez plusieurs droites d'Isoku. Donc là, on a une droite d'Isoku dont le coût est plus faible que la numéro 2. La numéro 2 est plus faible que la numéro 3, qui est elle-même plus faible que la numéro 4. Donc, l'intérêt d'avoir ça, donc là, nous avons toutes les combinaisons qui nous donnent un même coût, un même niveau de coût. Ici, nous avons toutes les combinaisons qui nous donnent un même niveau de coût, mais plus élevé que 1, etc., etc. Donc, si l'on veut produire la quantité Q, donc nous cherchons à produire la quantité Q, donc la quantité de production équivalente à, eh bien ici, ils l'ont noté Q. Donc, si l'on veut chercher à produire cette quantité-là, eh bien, on va chercher à réduire les coûts au maximum. Et quelle est la combinaison qui permet d'avoir un coût de production le plus faible? Eh bien, c'est la combinaison qui se retrouve au point C. Pourquoi au point C? Parce que avec cette combinaison de facteurs capital et de travail, on ne peut pas produire la quantité Q. On ne parvient pas à produire la quantité Q parce que toutes ces combinaisons-là ne permettent pas d'être sur la courbe isocante. Cette combinaison, ici, qui est alors soit le point B, soit les points A, donc A', A, B et B', sont des droites d'Isoku, donc des combinaisons capital et travail, qui nous permettent à la fois, qui nous donnent un niveau de coût et nous permettent de produire la quantité demandée. Sauf que ce ne sont pas les combinaisons optimales. Pourquoi ce ne sont pas les combinaisons optimales? Puisqu'elles sont plus élevées que le point C. Le point C est la combinaison de facteurs capital et de travail qui est le moins coûteux et qui nous permet de produire la quantité Q. Je vais le refaire et le détailler ici. Donc, pour que ce soit plus clair. Donc, on a un graphique avec une quantité de capital et une quantité de travail. On sait que l'on veut produire, je ne sais pas moi, 100 000 unités, 1 million d'unités. Donc, on va dire 100. Ça, c'est la quantité que l'on veut produire. Et l'on a toutes les combinaisons de facteurs capital et de facteurs travail qui nous permettent de produire 100 unités. Maintenant, l'on va prendre toutes les droites d'Isoku, c'est-à-dire toutes les droites, toutes les combinaisons de facteurs capital et de travail qui nous donnent le même coût de production. Donc, cette droite que je viens de tracer, c'est toutes les combinaisons de facteurs capital et de facteurs travail qui nous donnent le même coût de production. Mais en l'occurrence, cette droite, toutes ces combinaisons-là, de facteurs capital et de facteurs travail, ne nous permettent pas de produire la quantité demandée. On n'a pas assez de facteurs
de capital ou travail pour produire la quantité 100. Ici, c'est une nouvelle droite d'ISO-coût. Elle nous permet, donc l'on a deux combinaisons, la combinaison que l'on va appeler A' et la combinaison que l'on va appeler A. Donc deux combinaisons de facteurs capital et de facteurs travail qui nous permettent de produire la quantité 100. Donc deux combinaisons et qui ont, en l'occurrence, le même coût de production. Donc ces deux combinaisons, A et A', sont deux combinaisons qui nous permettent de produire le niveau de production à un coût identique. J'espère que ça, c'est clair. Et ensuite, c'est clair pour tout le monde, ça. Ce point A et A', on a un niveau de production identique et un niveau de coût qui est identique. Niveau de production, pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau de production équivalent à 100. Et un niveau de coût identique, pourquoi? Parce qu'on est sur la même droite ISO-coût. Et donc, si je veux réduire mon coût, eh bien, il faudra que la droite soit plus faible, se rapproche. Plus la droite se rapproche de l'ordonnée à l'origine, plus les coûts sont faibles. Donc, on a une deuxième droite ici, avec deux points, B', B, qui nous permet, eh bien, où l'on retrouve deux combinaisons encore, qui nous permet de produire la quantité 100. Donc, ces deux combinaisons de capital et de travail nous permettent de produire la quantité 100. Donc, L et K. Donc, on a deux combinaisons qui nous permettent de produire la quantité 100 avec un niveau de coût identique et un niveau de coût qui est plus faible que la combinaison A' ou que la combinaison A. Et donc, quelle est la combinaison qui va être optimale? Quelle va être la combinaison de facteurs de production qui va être optimale? C'est celle qui va toucher en un seul point la courbe. Donc, c'est la droite d'ISO-coût qui va toucher en un seul point la courbe. Et donc là, on parlera d'une droite qui est tangente à la courbe. Et donc ce point, que l'on va appeler le point C, c'est le point, donc il le touche la droite en un seul point, c'est le point où les coûts sont le plus faibles, qui nous permet, donc c'est la combinaison qui nous permet de produire la quantité 100. Donc on va pouvoir produire la quantité que l'on a choisie, sans unité, avec le niveau de coût le plus faible. Si on choisit un autre niveau de production, si on choisit, excusez-moi, une autre combinaison de facteurs de production, donc si on choisit d'avoir un autre niveau une autre combinaison, par exemple cette combinaison-là, donc cette combinaison ici, eh bien, on sera sur une droite d'ISO-coût qui sera plus élevée. Donc, vous imaginez que ça passe par là. Donc, ce sera un niveau de coût plus élevé. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est si l'on repart de ce graphique, donc je vous le retrace avec combinaison de facteurs capital, combinaison de facteurs travail. Là, on a une courbe de production qui est 100 et l'on a trouvé la droite isocante. Donc, la droite qui nous permet, et donc la combinaison optimale de production, qui est K, L, donc ce niveau de production K et ce niveau de production L, qui nous permettent de réduire les coûts au maximum. Si maintenant on cherche à produire plus, imaginons que l'on augmente la quantité de production et que l'on passe à 150, eh bien forcément, vous ne pourrez pas rester sur cette combinaison-là. Pourquoi? Parce que cette combinaison ne permet pas de produire la quantité 150. Donc, vous allez faire une nouvelle fois toutes les parallèles, donc des parallèles, jusqu'à ce que vous tombiez exactement
alors si j'y arrive, sur la courbe, que les deux droites se rencontrent, que la droite et la courbe ne se rencontrent qu'en un seul point. Et là, vous aurez la nouvelle combinaison de facteurs de production. Est-ce que c'est clair? Ces droites isocoup, enfin le lien entre ces droites isocoup et ces courbes isocantes. Donc on a un lien entre la production, ce que l'on a en noir ici, c'est le niveau de production, et ce que l'on a en orange ici, c'est le niveau de coût de production. Et donc vous avez un lien, quand vous faites le lien entre le niveau de production et le niveau de coût de production, eh bien vous pouvez trouver la solution, la meilleure combinaison, la combinaison optimale de production. Donc, combien vous allez utiliser de facteur capital et combien vous allez utiliser de facteur travail pour produire cette quantité définie. Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Donc, on a parlé des pentes tout à l'heure, des courbes des droites d'isocoup, donc les coefficients directeurs des droites d'isocoup, et je vous ai donné, donc je vous ai dit que si la pente était élevée, on allait avoir une droite qui est à peu près, si j'exagère, comme ceci. Et donc, vous voyez que si, donc là, on a une pente qui est élevée, donc K et L, c'est-à-dire une pente élevée, c'est-à-dire que PML sur PMK est élevé. Donc, A est une valeur importante. Donc, et là, en l'occurrence, A, c'est quoi? Donc, dans AX plus B, A est une valeur importante. Ici, le A, c'est quoi? C'est PL, c'est moins PL sur PK. Donc, si cette valeur est élevée, eh bien, on aura une droite qui sera comme ceci, là, représentée en vert, qui a une pente élevée. Si, à l'inverse, on a A, donc on a un prix du travail sur le prix du capital qui est faible, eh bien, l'on aura des droites d'isocoup qui seront plutôt comme ceci. Voilà. Je continue et hop là. Donc, vous voyez la différence entre les deux, d'avoir une pente plus ou moins élevée, eh bien, ça va changer finalement la combinaison optimale des facteurs de production. Si le rapport entre le prix du travail et du prix du capital est élevé, c'est-à-dire que le prix du travail coûte. Donc, dire que le rapport prix du travail sur prix du capital est élevé, ça veut dire que le prix du travail coûte beaucoup plus cher que le capital. Et donc, si le prix du travail coûte beaucoup plus cher, donc si le prix du travail coûte beaucoup plus cher que le prix du capital, eh bien, la combinaison va privilégier du capital. D'accord? Dire que PL donc, sur PK est élevé, donc dire que le rapport entre le prix du travail et le prix du capital est élevé, eh bien, ça veut dire que ceci est élevé, donc la valeur A est élevée, donc la pente, le coefficient directeur, la pente de la tangente sera élevée, la droite sera pentue, et donc il faudra, si le travail coûte très cher par rapport au capital, eh bien, l'entreprise privilégiera du capital. Donc là, on aura plus de capital que ce que l'on aura de travail. Donc là, on va privilégier donc du coup le facteur capital au facteur travail. Si à l'inverse, PL sur PK est faible, c'est-à-dire que le prix du travail est faible par rapport au prix du capital, la pente sera faible, donc là il y a une faible pente, et donc ce qui va nous conclure quoi? Ce qui va nous conclure que la quantité de travail va être privilégiée, on aura beaucoup de travail par rapport à la quantité de capital. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir cette histoire de pente, de comprendre cette histoire de pente. Je pense que l'on a fait le tour. Maintenant, donc je vais terminer
Mince. Je vais terminer sur le PowerPoint. Et c'est ça le dernier point que l'on a à voir. Après, ce sera de la conclusion et on conclura peut-être, si on a le temps, on conclut aujourd'hui. Sinon, je conclurai vendredi et comme ça, on fera un point sur tout ce que l'on a vu sur tout ce chapitre. Donc, productivité marginale, taux marginal de substitution, équilibre, enfin, voilà, tout ce que l'on a pu voir. Donc, une fois, donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il fallait équilibrer le TMST. Donc, il fallait que, alors, pas équilibrer, ce qu'il nous faut, c'est qu'il y a une rencontre entre la courbe isocante et, et la droite d'Isoku. C'est ça la conclusion. C'est que ce qu'il nous faut, c'est que la courbe isocante se rencontre la droite d'Isoku en un seul point. Et mathématiquement, comment on traduit ça? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais alors j'ai une question. Ouais. Non, j'ai pas de question en fait. Donc c'est ce que l'on a traduit jusqu'à présent, c'est que la courbe isocante rencontre en un seul point la droite d'Isoku. Et mathématiquement, on traduit ça de cette manière-là, c'est que le TMST, le taux marginal de substitution technique, soit équivalent au rapport des prix. C'est-à-dire que le taux marginal de substitution technique soit équivalent à la pente de la droite d'Isoku. Et lorsque le rapport de substitution est équivalent à la pente d'Isoku, eh bien, on rencontre la droite sur qu'un seul point. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Si on reprend ce que l'on avait vu sur la définition du TMST, ce que je vous ai montré, c'est que le TMST, eh bien, comment il se traduisait? Il se traduisait par, en fait, productivité marginale du capital sur productivité marginale du travail, c'est-à-dire que, alors je vais peut-être plutôt vous partager le graphique qui est sur le PowerPoint, qui est ce graphique-là. Donc on a dit que le TMST, c'était quoi? C'était la pente de la tangente de l'isocante. C'est-à-dire que là, on a une isocante et que le TMST, ça nous donnait quoi? Eh bien, le TMST, c'était la pente de la tangente en ce point. Et donc, si l'on a l'égalité entre la pente de la tangente à cette courbe et la pente d'Isoku, eh bien, ça veut dire que la tangente à la courbe isocante et l'Isoku sont confondues. Et c'est ce que nous, on cherche. On cherche à ce que l'Isoku soit tangente à la courbe. Et donc, on cherche quelle va être l'isocante, l'Isoku qui va être tangente à cette courbe. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Je répète une dernière fois pour que vraiment vous l'intégriez. Si la pente de l'isocante, donc si l'isocante est tangente, donc si la pente de la tangente est confondue avec la droite d'Isoku, donc vous avez plusieurs tangentes ici. Vous en avez une infinité, puisque vous avez pour chaque point une tangente. Et si vous trouvez la tangente qui est confondue avec une droite d'Isoku, ça veut dire que la droite d'Isoku sera, par définition, tangente à la courbe. Et c'est ce que l'on cherche. Nous, on cherche la droite d'Isoku qui est tangente à l'isocante. Alors, sur ce schéma, elle n'apparaît pas l'Isoku. Alors, j'ai pas fait. Où c'est qu'on peut la voir?
on a sur ce schéma. Donc là, on a les isocoûts. Et maintenant, si je vous trace les isocantes, elles sont... Alors, je vais faire ça sur plutôt ici, du coup. Je vais vous tracer, donc là, on a la quantité Q, on a une quantité de production. Je vais vous tracer en vert. Donc, en vert, on aura les isocoûts. Donc, ici, l'on a toutes les droites d'isocoûts. Et à un moment donné, on en a une qui va être tangente à la courbe. Donc, tout ça, ce sont des isocoûts. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de l'ordonnée à l'origine, plus les coûts augmentent. Donc ça, tout ceci, ce sont des droites d'iso-coûts, donc qui nous déterminent le coût de production. Et en violet, je vais vous faire les tangentes. Les tangentes à la courbe. Eh bien, si je prends ce point-là, la tangente à la courbe, ce sera plutôt celle-ci. Si je prends ce point-là, ce sera plutôt ça. Si je prends celle-ci, ce sera assez proche, mais pas encore confondu. Et par contre, si je prends ce point-là, là, l'on aura une tangente qui va être confondue avec la droite d'isocoût. Si je prends les autres, hop, on aura ça, on aura ça. Et donc, qu'est-ce que l'on repère? On repère que pour ce point-là, on a à ce moment donné la tangente en ce point qui est confondue avec une droite d'isocoût. Et c'est la droite d'isocoût qui est le plus faible. Donc, en ce point-là, là, qu'on va appeler le point C, parce que jusqu'à présent, on l'a appelé point C, eh bien, en ce point-là, on a la tangente, on a la tangente, la pente de la tangente, puisque là, on a bien la pente de la tangente, qui est identique à la pente de l'isocoût. Donc, en ce point-là, on a la pente de la tangente qui est identique à la pente de l'isocoût. La pente de la tangente, elle est définie par quoi? Eh bien, la pente de la tangente, elle est définie par le TMST. Et la pente de l'isocoût, elle est définie par quoi? Elle est définie par PM. Alors, je vous ai donné du coup PML sur PMK. Et donc, pour ne pas vous embrouiller, ce que je vous ai dit, c'est que le TMST, on prendrait toujours, nous, PML sur PMK. C'est celle-ci qu'on prendra toujours. D'accord? Ici, c'est la pente de la tangente. Donc, on a plein de pentes de tangente, une infinité de pentes de tangente à la courbe d'isocoût. Et ici, on a une infinité, on a une pente, non, excusez-moi, on a une pente d'isocoût. Et ce que l'on veut, c'est la pente d'isocoût qui est équivalent à la pente de la tangente. Et quand les deux seront réunis, eh bien, on aura ce point qui sera défini. Donc, en gros, si je conclus, c'est de dire que si l'on veut trouver ce point C, eh bien, qu'est-ce que l'on va devoir faire? On va devoir équilibrer le TMST, qui est ce point-là, qui est ce calcul-là. Donc, on va équilibrer le TMST avec quoi? Avec le rapport des prix des facteurs. Donc, ça, c'est le rapport des prix des facteurs de production. D'accord? Donc, pour le retenir, vous pouvez soit l'écrire comme ça, soit l'écrire également. Nous, ce que l'on retient en économie, c'est ceci. Donc, on part de l'équilibre, donc PMK ou PML sur PMK, moi je vous ai donné, donc on va rester avec PML sur PMK. PML sur PMK est équivalent à quoi? À PL sur PK. On part de ceci,
Et puis, on dit qu'on peut le réécrire de quelle manière? On peut le réécrire de cette manière-là. Donc, je passe PMK, excusez-moi, c'est PL sur PK et pas PL sur PL. Donc, on part de ceci. Et on peut écrire comment? On peut écrire PML divisé par PL, qui est équivalent à PMK sur PK. Donc, vous voyez, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par PL de chaque côté et j'ai multiplié par PMK de chaque côté. Donc, cela me donne ceci. Et ça, qu'est-ce qu'on a? On a que pour trouver la combinaison optimale de production, il faut équilibrer la productivité marginale des facteurs de production pondérés par leurs prix respectifs. Donc, il faut équilibrer, donc on cherche à équilibrer la productivité marginale des facteurs, donc productivité marginale des facteurs, pondérée par quoi? Par leur prix. Donc, ce que l'on équilibre, c'est ceci divisé par ceci. Donc, on équilibre la productivité marginale des facteurs divisée par leur prix respectif. Pour ceux qui ont bien compris, je vais juste vous montrer autre chose. Je vais aller un tout petit peu plus loin, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. Je vous ai dit que le TMST, il pouvait s'écrire de deux manières. Il pouvait soit s'écrire productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital, et ceci va nous donner quoi? Ceci va nous donner, pour remplacer une unité de travail, de capital, excusez-moi. Donc, pour remplacer une unité de capital, combien il nous faudra de facteurs travail? D'accord? Et on pouvait l'écrire donc d'une autre manière, qui est la manière inversée. Donc, à savoir, d'ailleurs, je me suis rendu compte que, en fait, je viens de me rendre compte. Ouais. Alors, je suis désolé, je vous ai dit que je maintiendrai une écriture et je ne l'ai pas fait dans le PowerPoint. Donc, je corrigerai ça dans le PowerPoint. Je corrigerai ça dans le PowerPoint parce qu'il y a une modification à faire. Je vous ai dit que je maintenais PMK sur PML. Et donc, mais ça revient au même. Retenez, l'important, c'est que lorsque l'on a PMK sur PML, ce sera équivalent à PK sur PL. En fait, si vous mettez au numérateur la productivité marginale du capital, vous aurez au numérateur le prix du capital. C'est ça qui est important. Donc, les deux sont justes. Soit vous écrivez productivité marginale du travail sur productivité marginale du capital est équivalent à PL sur PK. Soit vous l'écrivez comme la première version. Donc, les deux sont justes. Les deux nous donnent le TMST. Ça, c'est le TMST et ça, c'est le TMST. Mais par contre, si vous l'équilibrez, vous l'équilibrez avec quoi? Vous l'équilibrez avec le rapport des prix PK sur PL ou PL sur PK. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que le rapport, ça ne changera pas, ça sera pareil. Que l'on équilibre la productivité marginale des facteurs pondérés PK et PML sur PL, pondérés par leurs prix respectifs. Et c'est en corrigeant que je viens voir que j'ai fait une légère... c'est pas une erreur, c'est juste. C'est juste que ce que je vous avais dit, c'était que pour vous faciliter la vie, j'utiliserai que ça. Et en réalité, dans le PowerPoint, j'ai aussi utilisé celle-ci. Mais en soi, c'est la même chose. En soi, c'est vraiment la même chose puisqu'on arrive au même résultat. Donc, le point initial, c'est de dire que on prend le TMST, que ce TMST, on l'équilibre au rapport des prix. Et lorsque l'on équilibre le TMST avec le rapport des prix, c'est-à-dire la pente de la droite d'Isoku, on peut l'écrire de cette manière-là.
qui est PMK sur PK, est équivalent à PML sur PL. Ça, c'est le gros point à retenir. C'est-à-dire que je vais l'écrire bien comme il faut. Ce que vous devez retenir, c'est productivité marginale du capital sur le prix du capital est équivalent à productivité marginale du travail sur le prix du travail. Et en faisant ça, eh bien, vous trouverez la combinaison optimale de facteurs. Avec ça, vous trouverez la combinaison optimale des facteurs de production. Avec cette règle-là, vous trouverez. Et comment on a fait pour trouver cette règle? Eh bien, on a équilibré la pente de la tangente, qui est le TMST, avec quoi? Avec le rapport des prix.